Bon, j'appelle maintenant Michael Atlan. Où est-ce qu'elle est là? Alors ça ne va pas être celle-là, ça va être la mienne, Michael Atlan. Alors d'abord, je tenais à remercier Hubert de son invitation, ainsi que le secrétaire général et toute l'académie. Je suis le chef de service de chirurgie plastique de l'hôpital Tenon, qui est tout jeune, qui a 6 ans. Et je tenais à pouvoir vous présenter des développements récents en chirurgie plastique, et les représentants de la spécialité qui sont là sont des jeunes PUPH, PH ou en cours de devenir PUPH, et qui ont un peu moins de 40 ans tous, donc je tiens à souligner la jeunesse de ces gens-là, et qui ont fait l'honneur de venir parfois d'un peu plus loin que Paris. Je vais commencer parce que Laurent Lantieri m'avait fait l'honneur de venir nous parler des allotransplantations. Mais voilà, il a une sorte d'empêchement. Voilà, je m'arrêterai là. Mais tout va bien. J'avais une présentation prévue au cas où, et je la vous ferai donc sur la texturation des implants mammaires, puisque ça a été un sujet très controversé avec l'arrêt de la commercialisation des implants macro-texturés. Michael Atlan. Donc c'est un sujet qui est extrêmement disons difficile d'accès, puisque ça parle de tribologie, de texturation, de surface area. Et pourquoi on parle de ça? Parce que la reconstruction mammaire, c'est d'abord de la reconstruction prothétique. Quoi qu'on en dise, même si les lambeaux libres avec le DIEP, la réinjection de graisse, sont extrêmement développés, le plus important, ce qui se fait le plus souvent, ça reste les implants. D'autant plus que la force vive des plasticiens n'est pas toujours orientée vers la reconstruction, et d'autre part, dans les centres anticancéreux, de plus en plus de gynécologues font de la reconstruction, et de la reconstruction par prothèse. Donc c'est le plus populaire. Et ça, c'est un papier qui montre bien que l'évolution des pratiques, c'est plutôt DIEP, la reconstruction autologue, et les prothèses. Donc tout dépend de la façon dont on va le timing de l'intervention, le souhait de la patiente, mais les implants les plus utilisés sont les implants mammaires anatomiques texturés. Pourquoi? Parce qu'ils ont naturellement la même forme que le sein. Ça a l'air ridicule, mais ça a été une trouvaille, et ça a été pour nous un game changer dans la façon d'opérer ces patientes. L'intérêt des prothèses, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas besoin de faire d'autres cicatrices ailleurs pour emmener le tissu et faire reconstruction autologue, et ça a pas mal d'intérêt, et c'est pour ça qu'on a créé des implants anatomiques pour que ça ressemble plus au sein qu'une prothèse ronde comme vous voyez en bas, où il y a une répartition plus naturelle du tissu, enfin en tout cas du volume, sous l'aréole et le mamelon. Donc on arrive à des résultats assez naturels. Ça, c'est une augmentation mammaire avec un implant anatomique, plate sur le dessus et bien bombé en bas. C'est la solution avec d'autres moyens, avec la graisse et les matrices cellulaires biologiques. On arrive en haut, c'était avant, et en bas, c'était après, à quasiment une restitution d'intégrum, et grâce à la graisse qu'on a pu mettre en même temps que l'implant et en même temps qu'une matrice. Donc tout l'intérêt des implants, c'est aussi de pouvoir offrir à des patientes qui sont vraiment très difficiles à reconstruire, et si on avait un implant rond, on aurait un aspect encore moins naturel. Là encore, un exemple de reconstruction mammaire tout à fait acceptable. Et puis, je tenais à avancer, on arrive à des reconstructions correctes. Le sein reconstruit est à droite et à gauche. On n'a pas reconstruit l'aréole. Et ce qui est important dans un sein, c'est la souplesse. Ça suffit d'avoir des reconstructions mammaires qui sont figées, dures, avec des coques. Et on arrive, excusez-moi, normalement, il y a un petit film qui est là. Et on arrive à des reconstructions qui sont très souples. Alors, on n'a pas encore trouvé de moyen scientifique de tester la souplesse, mais les mains, je crois que c'est très bien. Et la même chose ici, c'est des choses qu'on avait beaucoup de mal à avoir avant l'utilisation des matrices et de la graisse. Donc on voit que les implants mammaires, c'est encore l'arme la meilleure pour pouvoir traiter les patientes. Mais tout se passe pas bien. Et dans 25% des cas, surtout en cas de radiothérapie, on a ce que vous observez là, un sein qui est complètement recroquevillé sur lui-même, la capsule qui se fait autour de l'implant, qui est une réaction à corps étranger assez banale, se contracte sur elle-même, déforme l'implant et peut même rendre le sein douloureux. C'est la première cause de réintervention en reconstruction mammaire et l'une des plus grandes causes de réintervention en chirurgie esthétique. Donc on essaie d'éviter ça. Et ça,
on le fait grâce aux implants texturés, je vais vous expliquer pourquoi. Mais il n'y a pas que ça, c'est que les implants, ça c'est encore une contracture capsulaire, et c'est ça la capsule, lorsqu'elle est vraiment développée, c'est pas rien, c'est quelque chose qui fait très mal. L'idée c'est que il n'y a pas que le problème, les implants c'est pas que ça, c'est aussi pas que la coque, c'est la durée de vie des implants, la rupture, la malposition, les coques, l'animation de la prothèse. Donc les implants, c'est une bonne solution, mais il faut que ça soit bien posé, et il faut qu'il y ait une réflexion un petit peu derrière. Alors il y en a plein d'autres, et je vais passer parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors pourquoi des implants texturés? Parce que jusqu'à une certaine époque, on n'avait que des implants lisses. Et les Américains sont restés sur cette idée d'implant lisse. D'accord? Les implants lisses, malgré tous nos efforts, ça reste bloqué à 20% de coque. On n'arrive pas à descendre en dessous. Donc 20% de toutes les patientes qui sont reconstruites, c'est beaucoup. Donc pour pallier aux défauts des implants texturés, des implants lisses, on est passé aux implants texturés. Ça a été la seule solution qu'on a trouvée pour désorganiser cette coque, cette capsule, et éviter cette contracture capsulaire. Autre problème, c'est que ces implants, ils ont une tendance à descendre, et ça rendre cet aspect-là, on appelle ça un bottoming out, mais ça détend beaucoup le sein, et la prothèse se laisse emporter par la peau. Il n'y a pas d'attache, comme on peut avoir dans un implant texturé. Il y a un effet velcro sur les tissus qui permet de maintenir l'implant. Donc, on a créé des implants texturés, et il y a plusieurs façons de les faire. Donc on prend l'implant en silicone, ensuite on le fait chauffer, et on le trempe dans des cristaux de sel calibrés. Et ensuite on le lave et on le frotte. Et ça donne cet aspect-là. Si on voit en microscopie électronique, c'est ça qu'on voit. Parfois, on fait d'autres choses, on le brosse, ce qui donne cet aspect-là. Et puis, parfois, on prend une mousse de polyuréthane et on imprime ce maillage-là sur l'implant en silicone pour donner ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que toute la littérature la plus récente montre qu'il y a une baisse des coques, 2 à 5% au lieu de 20%. Donc je crois qu'on a à peu près gagné notre pari. Et ça a été pour nous quelque chose qui a beaucoup changé la reconstruction mammaire. Malheureusement, il y a eu des écueils. Donc il y a les doubles capsules et la LCL. Donc la double capsule, c'est ça, c'est que l'implant est à l'intérieur du sein. Et, alors excusez-moi, ça ne marche pas trop, merci, super. Alors, où est-ce que c'est? Parfait. Donc les doubles capsules, c'est que dans l'implant, dans le sein, se forme une première capsule, il y a une inflammation, il y a du liquide, et il y a une seconde capsule qui se forme autour, ce qui fait que l'implant tourne autour à l'intérieur du sein. Et ce qui est très gênant, parce que ça entraîne des déformations du sein qui sont tout à fait inesthétiques. Désolé du problème technique, c'est le problème des films. Donc, l'intérêt des prothèses texturées, c'est la diminution du taux de coque. Malheureusement, le downside de ça, c'est voilà, on voit bien l'implant tourner. Vous voyez le sein qui se déforme complètement et qui tourne à l'intérieur de la capsule. C'est une capsule dans la capsule. Et il y a en fait une première capsule et il y a une délamination de cette capsule. Et à cause des mouvements, ça crée une deuxième capsule et l'inflammation, il y a du liquide entre les deux. Et ça crée une deuxième capsule à l'intérieur de la capsule. Et ensuite, il y a la LCL. La LCL, c'est quoi? C'est une nouvelle maladie qui est apparue il y a à peu près 5-6 ans, liée à l'utilisation de ces implants macrotexturés. Alors, c'est un lymphome à grandes cellules qui a des caractéristiques très spécifiques et qui a été surtout vraiment bien poussé par les Australiens, et ça se présente sous cette forme-là, avec un sein qui est très augmenté de volume, de façon en général unilatérale, mais ça peut être bilatéral. On voit du liquide à l'intérieur du sein. Il faut le prélever et envoyer à l'analyse pour immunohistochimie pour détecter CD30+ et ALK-. C'est spécifique de cette maladie-là. Alors est-ce que ça tue? Ça tue rarement. Rarement, c'est 5% des cas, et on ne sait pas encore quel est le niveau de risque. Mais ce taux de risque augmente chaque année.
L'hypothèse initiale, c'est qu'il y aurait un biofilm qui crée une inflammation et donc une stimulation antigénique. Au début, ce sont des lymphocytes polyclonaux, et après, il y a l'histoire du mutant qui est sélectionné, et que c'est quelque chose d'assez... Ça a l'air facile sur le papier, mais il y aurait aussi la génétique avec la voie du JAK-STAT. Bref, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Alors, c'est très intéressant parce que là, c'est un papier de 2018, c'est Alain Guiva qui nous a laissé une diapositive. Ça, c'est tous les marques d'implants les plus incriminées dans cette pathologie. On voit que plus de la moitié des cas est lié à allergan, biocell, est responsable de plus de la moitié des cas. Et ça, ce sont des implants qui sont dits macrotexturés. Mais aussi, on voit le polyuréthane. Il y a aussi des implants en polyuréthane. Mais on voit que finalement, les implants moins agressifs, voire lisses, ont très peu de cas. Très peu de cas. Et l'évolution est la suivante en 2019. On voit que ça reste la plupart des cas, on voit que le polyuréthane aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans les microtextures, on voit que maintenant 10% de cas qui sont liés à mentor. C'est-à-dire qu'en gros, on nous a fait croire que simplement la macrotexture allait être responsable de cette maladie-là. En fait, non, c'est quasiment la texture, en général. Donc ça, ce sont les macrotextures, ça, ce sont les microtextures, ce sont les lisses. Et on voit une remontée petit à petit, même dans la microtexture. J'étais un avocat des macrotextures. Aujourd'hui, je ne peux plus me le permettre. Les 4 facteurs favorisants, ce sont des textures importantes. Il y a un phénomène bactérien dont on ne parlera pas, parce que ou peut-être juste à la fin. Il y a un facteur génétique. Et en général, ça arrive au bout de 7 à 8 ans, mais ça peut arriver aussi beaucoup plus tôt. Donc on a créé un groupe de plasticiens qui s'intéressent à cette question. Et on a ici les représentants français du groupe lié à l'étude du lymphome, de lymphopathe, Romain Bosque. Moi je suis plus à l'international. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de cas chaque année. Aujourd'hui il y a plus de 700 cas, 23 décès, peut-être un peu plus aujourd'hui. Et les dernières remontées là, 800 cas. C'était en novembre, parce que c'était lors du congrès de SOP-CPRE, et 25 décès. En France, si Romain pourra nous en reparler, mais en France, on est avec le réseau lymphopathe, on est à 58 cas et 3 décès. En réalité 4, mais il vous expliquera mieux que moi pourquoi on pense à 4. Donc il nous manque du registre, parce qu'en France, on n'est pas capable de dire combien d'implants on a vendu, et c'est assez typiquement français, donc il y a un registre qui est en cours, et c'est une demande pressante des autorités. L'incidence, ce qui est important, c'est que en Europe, on dirait 1 sur 7000. Aux États-Unis, on dit 1 sur 30 000. En Australie, on dit 1 sur 2800. Donc vous voyez qu'on n'en sait rien, mais c'est de plus en plus fréquent. Donc, elle est mal appréhendée, la texturation des implants. On sait pas, en fait, tout nous est balancé par l'industrie. On nous dit, ça c'est du méso, une texturation méso, nano, micro. Mais on y a cru parce qu'on était de bonne foi, mais il a fallu s'y intéresser. Et puis, il a fallu prendre une décision. Parce que qu'est-ce qu'on fait face à ça? Donc, la NSM a interdit. On a eu la chance d'être cité dans cette décision, mais on est un petit peu embêté parce que moi c'était pas tellement mon avis. Il fallait peut-être plus recueillir les chiffres, ou en tout cas sur une maladie qui est 1 sur 30 000 ou 1 sur 3 000, on ne sait pas la même chose, la décision, mais en tout cas ça a été interdit. On se retrouve en panne de ces implants macro-texturés. Aujourd'hui on est obligé de revenir en arrière avec des implants lisses. Donc la réponse de la NSM, on est un peu isolé, parce qu'on est les seuls à avoir interdit ça avec l'Australie. Il y a juste l'Australie qui nous a suivis, et c'est une décision qui a été très peu suivie dans le monde. Le marché, il englobe énormément d'implants, je vous passe les détails, mais en gros, macro, micro, méso, nano, tout ça, ça a été donné par l'industrie. Est-ce qu'il faut les croire? Surtout pas. On nous a dit que tous les implants anatomiques étaient interchangeables, c'est pas vrai. Et puis on a fallu créer les outils, donc on les a pas inventés, mais intégrés pour l'étude de la texturation. Donc microtomographie, Alicona, interféromètre. On voit des aspects comme ça en microscopie électronique, mais ça suffit pas. Il faut faire des CT scans avec des coupes particulières, avec une création en 3D pour voir bien les reliefs. Et là, on arrive plus à analyser, à discriminer.
Nous, on a été à l'origine de l'aire surfacique qui a permis de faire une classification et qui a un petit peu aidé dans le débat. Et on a fait des peeling tests avec des souris qui avaient du silicone dans le dos pour voir si c'était vraiment, il y avait quelque chose par rapport à la rugosité. On a créé des nouveaux outils avec des laboratoires. Et on arrive à une texturation. Donc on s'est dit, tiens, on tient quelque chose, on a une classification. Mais ça ne suffit pas non plus, parce que, en fait, donc la surface area, on l'a, la rugosité, on a trouvé un certain nombre de classifications qu'on va essayer d'unifier. J'essaie d'aller un peu plus vite parce que le temps passe. Je passe cette diapo, excusez-moi. Parce que, et ça je voulais absolument en parler, c'est qu'il y a des implants qui sont catégorisés microtexturés, mais il y a un seul ou deux spécimens qui sont prélevés sur l'implant. Et là, on a décidé de les prélever sur plus de spécimens, en avant et en arrière de l'implant, un peu plus sur toutes les parties de l'implant. Et on s'est aperçu que sur un certain nombre d'implants, notamment les implants, peu importe, de Mentor, ça n'a pas d'importance, tout ce qui est blanc, c'est micro-texturé, et tout ce qui est gris, c'est macro-texturé. Ça veut dire qu'en fait, on nous vend des implants qui sont appelés micro-texturés, et en fait, ils sont macro-texturés sur 60% de leur surface. Simplement parce que les mesures ont été faites de façon incorrecte. Donc c'est encore ce qui est représenté ici. C'est très important parce que c'est pour ça qu'on voit une remontée de Mentor dans le nombre de cas. Et donc c'est important de s'y intéresser, et d'autant plus que nos travaux ont eu un impact, puisque en Australie, ils ont interdit Mentor. Il y a un warning sur Mentor. Nous, on n'y est pas encore. C'est ce que je voulais vous représenter, je vous le redis. Donc ça, c'est important. On va même plus loin, on va aller chercher est-ce que la forme des pores influe sur l'inflammation? Oui. On voit que chaque pore ne donne pas la même réponse en fonction de si c'est des open pores, si c'est des open cavities. C'est quand même, on va assez loin. C'est un article qui a été publié dans le PRS, enfin qui est en cours de publication dans le PRS, et on voit que les métalloprotéinases n'ont pas la même réponse en termes d'expression des gènes en fonction des différents patterns. Donc il y a aussi les bactéries qui sont impliquées. Je vous libère de tout ça, mais en gros, on voit que la croissance bactérienne est parallèle à cette rugosité, à cette agressivité de la texturation. Donc c'est quand même intéressant de voir que plus c'est infractueux, plus c'est des sites qui sont forts pour le développement de bactéries. Donc on va vers une classification qui va avancer. J'arrête là. C'est la source de recherche scientifique importante pour les plasticiens. Les plasticiens s'en sont emparés, et c'est une classification qui devient nécessaire pour prendre des décisions, des bases scientifiques à une décision de santé publique. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette très intéressante communication. Elle m'intrigue en ce qui concerne la coque. Oui. Vous avez montré une photographie de coque brunâtre, jaunâtre, irrégulière. Je fais un parallèle avec la notion de membrane induite que nous a expliqué Alain-Charles Masquelet, qui décrit une coque blanche, qui n'est pas une coque, qui est une membrane vivante, qui sécrète des produits de cicatrisation. Quel rapport faites-vous? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autour des corps étrangers que sont les prothèses mammaires la même coque blanche, la même enveloppe blanche qu'on trouve autour soit des pseudarthroses infectées, soit des ostéosynthèses? Alors, en fait, il y a une petite communauté dans on sait que les capsules périprothétiques saines ont des caractéristiques assez proches de cette membrane induite, c'est-à-dire l'hypervascularisation. Lorsqu'on fait une expansion cutanée, on sait que les lambeaux sont mieux vascularisés grâce à cette capsule qui est bien vascularisée. Mais lorsqu'elle est malade, lorsqu'il y a une contraction capsulaire qui vient du fait de biofilms dans la membrane induite, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de biofilm, surtout pas, puisqu'on met de l'os après, etc. Là, il y a une colonisation bactérienne qui va déclencher un certain nombre de modifications cellulaires, la mutation des fibroblastes en myofibroblastes qui vont contracter la capsule, et ça va avoir un comportement complètement différent. Mais oui, notre rêve à nous, ça aurait été génial. On met l'implant, on remplit de graisse et c'est fini.
non, ça ne marche pas, à cause de la métaplasie synoviale qui ne permet pas, dans notre cas à nous, pour les seins, qui ne permet pas de vascularisation par l'extérieur de cette graisse. En plus, la graisse nécrose de façon importante pour un certain nombre de cas. Mais on en a fait le rapprochement. Mais là, on peut dire que la capsule saine est quasiment l'équivalent de la membrane induite de masquelé. Par contre, la capsule malade, la coque, c'est un tissu pathologique. Et vous ne nous avez pas montré de capsule saine. J'aurais pu, c'est vrai. Non, mais parce que vous ne les voyez jamais, puisqu'elles vont bien. Non, parce qu'en fait, lorsqu'on change les implants pour des tailles plus grosses, ça reste un sujet, ou parce que c'est moins joli, on est obligé de le faire, on revient, et puis on a des capsules tout à fait saines, les analyses. D'ailleurs, le dernier papier que je vous ai montré sur l'expression des gènes, c'était sur des capsules saines qu'on avait faites. Donc ça, c'était intéressant de voir que la réaction du tissu face à des tissus normaux face à la texturation, à une nouvelle texturation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Quand la capsule paraît saine, vous la laissez en la prendant et l'extrait de repos comme quand on fait une orange, vous essayez de l'enlever. Lorsque la capsule est saine, il n'y a aucune raison d'y toucher, sauf lorsqu'on veut la réduire. Pourquoi? Parce que parfois on passe d'un implant, un gros implant, un petit implant, il faut réduire la loge périprothétique, et dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle du popcorn, c'est-à-dire qu'on fait une thermocoagulation de la capsule, et elle se shrink, elle se rétracte sur elle-même. Et ça, c'est assez fréquent. On le fait au contraire lorsqu'on veut mettre un implant plus gros. Et là, effectivement, comme c'est moins extensible qu'un tissu normal, on fait effectivement des incisions radiaires pour que ça gagne de la surface. Très bien. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur votre présentation et déjà faire une remarque, si vous voulez, sur finalement cette réflexion de Raymond Villain, c'est qu'on ne maîtrise pas le conjonctif. Et je suis assez surpris que vous me parliez des textures des implants et que vous n'évoquiez pas d'une manière générale la réaction de l'organisme au corps étranger. Ça, c'est ma première réflexion. Et ma deuxième réflexion, vous avez nulle part dans votre exposé abordé le silicone qui est dans la prothèse. Or, j'ai vu dans vos tableaux qu'il y avait notamment cette grande polémique et ce grand incident qu'il y a eu il y a maintenant 2 ans ou 3 ans avec les prothèses PIP. Donc, je crois qu'il y a à la fois la texture, mais ne parlez-vous pas également de la perspiration, si je peux dire, des prothèses, dans la mesure où j'aimerais avoir votre réponse là-dessus. Les prothèses qu'on remplissait au sérum physiologique ne donnaient pas toujours les mêmes complications que celles du silicone. Donc il y a besoin de préciser peut-être plus les choses. Alors le sérum physiologique est aujourd'hui abandonné pour des raisons de maintenance dans le temps, ça se dégonfle, etc. Les conséquences sont effectivement moindres d'une rupture d'un implant en sérum physiologique. Ce qu'on sait, c'est que dans toute cette pathologie, alors l'ALCL, je vous parle du lymphome pour l'instant, l'ALCL c'est la texturation de l'enveloppe externe, c'est pas le silicone en lui-même. Ça, on en est certain. Ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on a des ruptures d'implants, suivant la qualité du silicone, il y a parfois des siliconomes, des choses comme ça, mais la qualité du silicone dans la génération d'une coque, c'est quelque chose qui n'est pas très étudié. On a eu par exemple dans notre cas Allergan qui a fait cette prothèse, la Forten, la 410, qui a été le best-seller. C'est un implant très très cohésif et c'est peut-être pour ça aussi qu'il faisait moins de coques. Mais il y a un implant qui s'appelle Motiva, qui est un implant très mou et qui qui dit que depuis 6 ans, ils ont 1% de coque. Donc, je crois plus à la texturation qu'au silicone. En revanche, la perspiration. La perspiration, c'est une information qu'on a. J'étais au choix de la PHP de ces implants-là. On a cette information. Mais quoi en faire? Personne ne sait. Personne ne sait. On ne connaît pas l'implication entre la perspiration et même les coques ou les maladies. On a dit que ça pouvait donner des maladies auto-immunes. Ça n'a pas été prouvé du tout. Ce sont les mêmes populations qui ont les prothèses mammaires et les maladies auto-immunes. Donc, c'est quelque chose qui est encore inconnu et je ne souhaite pas que le public soit pas au courant, mais est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas allumer un autre feu pour rien? Parce qu'aujourd'hui, on a des prothèses qui perspirent peu et qui ont des complications, perspirent plus mais qui ont moins de complications. Donc c'est dur de trouver
de se dire c'est ça le problème. Ça est très multifactoriel, très multifactoriel, même génétique, puisqu'on n'a pas les mêmes incidences en fonction des pays. Et ma dernière petite question, c'est qu'effectivement, si on veut éviter que le public s'affole, c'est d'éviter d'avoir absolument le chiffre de prothèses mis notamment en France. Alors on l'a pas, ce qui est un des problèmes majeurs. Ouais. Parce que si on ne peut pas communiquer en disant voilà, il y a 2 morts par prothèse mammaire, alors qu'il y en a eu combien de milliers qui ont été mises. Donc il faut quand même relativiser les choses. Donc ça, je crois que c'est très important que vous ayez, ça revient dans une des motivations de l'académie, que vous ayez un registre, et c'est assez effarant que par le BMSI même, on ne puisse pas savoir le nombre de prothèses. Je me tourne vers mon voisin de derrière, il sait le nombre de prothèses cardiaques qui sont mises en France, je pense que oui. Alors qu'on ne sait pas le nombre de prothèses mammaires, dans la mesure où on mélange à la fois, d'abord ça aussi c'est un point très important, c'est l'esthétique où on est placé derrière le sein et derrière le muscle, et la prothèse de reconstruction mammaire, notamment en cancérologie et post-radiothérapie. Donc je crois que vous avez encore beaucoup de travail sur la planche, mais que vous avez fait par contre le berceau de l'absent. Parce qu'il aurait été là, il aurait dit vous voyez bien qu'il faut faire des diètes. Parmi nous, on est tous des diépeurs enflammés, mais on ne fait pas que ça. Mais vous avez raison. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de lymphome induit par des corps étrangers? Et est-ce que vous avez fait une expérimentation animale, par exemple, pour vérifier si on a les mêmes résultats au niveau de réduction de lymphome? Sur la LCL, il n'y a pas encore de modèle animal lié aux prothèses mammaires. Il y a eu des cas en orthopédie. Il y a eu sur des prothèses de hanche et une de genou, je crois. Mais ça doit être des chiffres ridicules, hein, mais ils existent. Et c'est le même genre de mécanisme. Il y en a eu même sur des packs pour la chimiothérapie. Alors une autre petite question, pourquoi est-ce que, après un scandale pareil, parce qu'en France ça fait un scandale cette histoire-là, pourquoi est-ce que des pays comme les États-Unis restent complètement amorphes vis-à-vis de ça? Ils ne sont pas amorphes puisqu'ils s'en moquent, puisque leur principal marché c'est des lys. Le principal marché des Américains, ce sont des lys qui ne sont pas à l'origine des macrotextures. Donc, limite, pour eux, c'est pas un problème. Et la macrotexture, c'est un truc très européen. Et c'est pour ça qu'on est très embêtés. Alors, dernière question, comment est-ce qu'on explique la surinfection de ces prothèses, hein? La surinfection, en tout cas, la capacité parce que l'espace qu'il y a entre les infractuosités, c'est l'espace de 5 fibroblastes, quoi. On a suffisamment de place pour mettre une bactérie. Je veux dire, on a ces études de croissance bactérienne ont bien montré qu'il y a un parallélisme très clair entre la texturation et son agressivité et la croissance bactérienne. Et il y a eu, on sait que ce sont des BGN qui seraient plus à l'origine, mais comme beaucoup d'autres mécanismes, Helicobacter pylori, etc., qui sont à l'origine de cette ALCL. On sait qu'il y a une prédominance de BGN. On a soupçonné Ralstonia rickettii qui était une bactérie très spécifique, mais en fait pas du tout. On s'est trompé. Pendant 2 ans, on a cru que c'était ça qu'il fallait éliminer. Pas du tout. Donc on a trouvé une population bactérienne prédominante BGN, et c'est plus de la contamination, et puis ensuite ça devient pas de l'infection, mais une infection subclinique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les coques, c'est polymicrobien, alors que dans l'ALCL, c'est des BGN. Voilà. C'est très complexe. Ça paraît pas comme ça, mais en tout cas c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.